je ne peux que me réjouir de donner mon nom à un établissement laïque. Du reste, personne ne m'aurait fait la proposition inverse. Comment la jeune écolière de Blois que vous étiez aurait-elle réagi si on lui avait dit que son nom serait donné à un lycée? Par l'incrédulité totale, évidemment. Ça m'a frappé quand j'ai inauguré la première de mes écoles communales à Ploua, c'est-à-dire celle où j'étais moi-même. Et donc, c'est la première école à laquelle on m'a demandé de donner mon nom. Et donc, j'ai fait un petit discours dans la cour d'école devant les enfants. Et je me disais que c'est vraiment pas possible. Parce que, vous savez, ce qui me revenait à l'esprit, c'est que au cours moyen seconde année, je me souviens que la maîtresse, Madame Quéré, dont j'ai un souvenir très précis, avait voulu, à un moment donné, nous parler de la profondeur historique. Et ma mère elle-même, qui était institutrice d'école maternelle, directrice d'école maternelle, avait voulu un jour donner aux enfants le sentiment de la lignée. Et elle avait dit à ses petits élèves, pour leur faire comprendre, mais votre maman aussi a été petite fille. Elle a été une petite fille. Et puis, la maman de votre maman, votre grand-mère, elle aussi a été une petite fille, et ainsi de suite. Et là-dessus, ma mère racontait que une fois, après ce genre de démonstration, un petit garçon dans la classe avait levé le doigt et avait dit, avec un bel accent breton, « Mais qui faisait le dîner alors quand tout le monde il était petit ?» et avait vu ces efforts de lignée historique un peu tomber à plat. Enfin bref, je ne sais pas comment elle s'était débrouillée après. Et moi j'étais dans cette cour d'école en me disant, mais c'est quand même complètement incroyable, parce que cette cour d'école où j'avais beaucoup de souvenirs, et où d'ailleurs, après la leçon historique de Madame Quéré, je m'étais dit, j'aurais quel âge exactement en l'an 2000? Pour moi, l'an 2000, c'était évidemment presque impossible à prévoir et puis à me figurer. Et je m'étais dit, en 2000, j'aurais 69 ans. J'en suis loin, comme vous voyez. Pour moi, c'est la jeunesse, 69 ans maintenant. Mais ça m'avait beaucoup troublé. Qu'est-ce que ça fera d'avoir 69 ans? Un mystère. Donc, donner mon nom à cette école où je m'étais posé ces problèmes enfantins, où j'avais fait tellement de fois, parce que j'habitais l'école, le logement de ma mère était à l'école, donc où j'avais fait tant de fois le tour de la cour à bicyclette les jeudis et les dimanches, que cette école porte mon nom, c'était complètement extraordinaire. Et c'était encore plus extraordinaire cette année à l'Anilis. L'Anilis, c'est la dernière école à laquelle j'ai donné mon nom. L'Anilis, c'est une histoire inouïe, parce que c'est une sorte de boucle du destin. L'Anilis, c'est donc mon lieu de naissance. C'était pas mon lieu de vie, parce qu'à l'époque, cette époque lointaine, les femmes allaient accoucher chez leur mère. Pas à l'hôpital, mais chez leur mère. Donc ma mère est venue des Côtes du Nord, dans le Finistère, pour accoucher chez sa mère. Donc c'est ce qui a fait que je suis née à l'Anilis. L'école que j'ai baptisée s'appelait l'école Kergroas, du nom du lieu, bien sûr. Il y a une croix au carrefour. École Kergroas, et c'est une école où ma mère est entrée par hasard. Parce que ma grand-mère avait évidemment mis son petit garçon à l'école l'aîné, à l'école des frères, à l'école catholique, et avait mis aussi ma mère à l'école catholique, parce que l'Anilis,
c'est une des communes les plus blanches d'un Léon déjà blanc politiquement, c'est-à-dire que c'est la commune qui vote 27 fois sur 28 depuis 100 ans à droite. Et donc c'est une commune où l'école catholique est florissante. Et il se trouve que ma grand-mère met donc ma mère à 5 ans à ce qu'on appelait alors la salle d'asile, ce qui faisait office d'école maternelle et qui était tenue par une sœur Théodora qui a complètement paniqué ma petite mère de 5 ans. Pourquoi paniquer? C'était drôle, parce qu'elle la décrivait encore 50 ans après, elle pouvait la décrire comme quelqu'un d'effrayant avec des espèces de pieds masculins qui sortaient de sa jupe de bure, une cornette qu'elle trouvait glacée, et puis elle s'était fait réprimander parce qu'elle ne connaissait pas les paroles de la chanson ou du cantique, je n'en sais rien. Et donc la sœur Théodora l'avait enfermée dans un petit espace noir entre la porte de l'école et la porte de la classe et la porte de l'ouvroir. Et ma mère avait été saisie d'une panique telle qu'elle avait, une indignité évidemment totale, fait pipi dans sa culotte. Ce qui était pour elle, évidemment, l'humiliation épouvantable. Donc, le lendemain suivant, quand ma grand-mère est en train de la préparer pour l'école, ma grand-mère tient un café, un bistrot sommaire où on sert un peu ce qu'il y a à manger aux passants. Et donc, ma grand-mère la coiffe devant une certaine Adèle qui vient prendre son café pain beurre tous les matins au café de ma grand-mère. Et donc, ma mère est en pleurs parce qu'elle ne veut pas retourner chez la sœur Théodora. Et Adèle dit à ma grand-mère, mais Marie, il n'y a pas une autre école ici? Et plus près de chez toi encore. Et de fait, il vient de se créer à l'Anilis une école laïque toute neuve, toute neuve, toute récente, qui est en fait une maison bourgeoise, très imposante, léguée à la commune de l'Anilis par un notable qui veut que cette maison soit utilisée pour faire une école laïque pour les filles ou un établissement pour les pauvres. C'était les termes du testament. Donc, l'école vient d'ouvrir 2 ans avant, et donc Adèle, ma grand-mère un peu débordée par le café, laisse faire, et ma mère va donc complètement par hasard à l'école laïque qu'elle a adorée parce qu'elle a eu 2 maîtresses dont elle parlait encore avec émotion des années et des années après, si bien que ça a déterminé d'ailleurs son destin. C'est pour ça qu'elle est devenue à son tour institutrice. Donc, je donne mon nom à Kergrouas, l'école de mon pays natal, et l'école de ma mère. Et, autre chose, plus extraordinaire encore, il se trouve que cette école est une école bilingue et qu'il y a des sections bretonnantes et qui pratiquent, d'ailleurs j'ai vu avec une équipe enseignante, il y a un enseignement purement francophone aussi, mais les filles que j'ai rencontrées, les jeunes femmes que j'ai rencontrées qui font l'enseignement en breton, sont des femmes absolument extraordinaires d'entrain, de savoir aussi, et donc ça m'a absolument ébloui. Du coup, je retrouve dans cette école mon pays, ma mère et mon père, tout à fait à la fin de ma vie, et je trouve qu'il y a quelque chose là, il y a une sorte de boucle du destin qui à la fois m'émeut beaucoup, et qui, voilà, c'est une belle chose à raconter, il me semble. Votre nom côtoiera ainsi sur la façade du lycée la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité,
à laquelle vous avez consacré un ouvrage avec Michel Perrault et Cynthia Fleury. Elle vous est chère, cette devise? Ben, évidemment, évidemment, c'est ce que j'ai dit sur la Révolution tout à l'heure, le montre très bien, ben, le dit, je crois, bien, c'est que on a tendance, si vous voulez, souvent à dire de cette devise qu'elle est une chimère, qu'il suffit de jeter un œil sur le monde pour voir qu'il n'y a ni liberté, ni égalité, et encore peut-être moins fraternité. Mais je crois que c'est complètement confondre le monde empirique, le monde des faits, et le monde des idées. Or, il n'est pas vrai de dire que les idées sont sans influence sur le monde. C'est-à-dire que si on considère la liberté, l'égalité, la fraternité comme simplement de beaux vocables, mais qui n'ont aucune application réelle, effectivement, ça n'a pas d'intérêt. Mais nous voyons bien que ça a des applications réelles. Et par exemple, puisque vous avez tout à l'heure parlé du féminisme, on voit très bien que le thème de l'égalité entre les hommes et les femmes n'a pas fini de produire ses effets et d'inspirer des actions qui nous paraissent toujours valables ou équitables. Donc, oui, bien sûr, c'est quand même une des plus belles devises qu'on puisse imaginer. Et comment s'est passé le choix du nom du lycée? Est-ce qu'on vous a sans doute demandé votre accord ou... On m'en a demandé mon accord, mais c'est pas moi qui ai choisi. Mais je suppose, tu sais, que dans ce choix du nom, il y a quand même beaucoup... C'est moins ma personne qui compte, me semble-t-il, que l'air du temps. Maintenant, les gens choisissent pour baptiser un établissement, ils choisissent, ou ils se sentent obligés de choisir une femme. Donc ça se joue énormément. Donc, comme quand il s'agit de baptiser une école bretonne, si on trouve à la fois une femme qui est bretonne, deux, qui s'est intéressée aux problèmes de l'école, parce que mes premiers livres portent beaucoup sur l'école publique, la formation de l'école publique, et d'ailleurs ça a continué longtemps puisque un de mes livres relativement récents porte sur Jules Ferry, sur l'école républicaine. Donc une femme qui est bretonne, qui est une femme d'abord, qui est bretonne, qui a travaillé sur l'école, franchement, ça tombe sur moi. Je crois qu'il y a beaucoup de ça dans les choix qui se sont faits. Et moi, je n'ai pas osé refuser, et de temps en temps, je traîne les pieds parce que ça devient compliqué pour moi de faire ce genre de choses, mais en même temps, si je pense à l'Anilis, qui est l'avant-dernière proposition qui m'a été faite, comment refuser quelque chose qui justifie le parcours de mes parents, plus que le mien. Comme vous à Ploie, nous on a grandi dans une école publique, celle d'Augan, qui est une commune à concurrence comme vous les appelez, oui. C'est-à-dire une commune comportant une école publique et une école privée. Jusqu'en 2022, les collégiens de Beaumanoir avaient le choix entre poursuivre leur scolarité au lycée de Guerre, à 26 km, ou dans un lycée privé à Ploërmel. Et donc à partir de maintenant, votre nom sera associé au lycée public qui est attendu à Ploërmel depuis des années et puis même des décennies, dans une commune à concurrence. Donc qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire, c'est évident ce que ça m'inspire. C'est que tu m'as posé la question, vous m'avez posé la question de la devise républicaine. À cette devise républicaine, on peut ajouter volontiers, j'ajoute volontiers pour ma part un quatrième pied, qui est le pied de la laïcité. Donc, ça ne peut que me réjouir
de voir mon nom associé à, voilà, au fond, au climat dans lequel j'ai vécu toute ma vie, c'est-à-dire l'idée que, comment définir cette laïcité? Je dirais que pour vous faire comprendre quelle idée j'ai de la laïcité, je vais revenir à un exemple historique. Pour essayer de vous expliquer que pour moi, la laïcité, c'est essentiellement la liberté de se tromper ou d'errer entre le bien et le mal. Par exemple, il y a, au moment où l'école laïque se fonde, sous la Troisième République, il y a un grand débat à la Chambre des députés sur la lecture. Et les conservateurs de l'époque disent, enfin sont contre, bien entendu, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la laïcisation de l'enseignement, et disent que il ne faut pas être comme ça, étourdiment, pour l'alphabétisation à tout va. Pourquoi? Parce que si on donne à chacun la possibilité de lire, les gens liront de mauvais livres et seront donc contaminés par de mauvais livres. Et c'est un argument qui a du poids à l'époque. Et Jules Ferry fait une intervention qui est magnifique, en disant, nous, ce qui nous importe, ça n'est pas le contenu de la lecture, mais c'est l'acte de lire. Autrement dit, le contenu de ce qu'on lit, c'est pas ça qui compte. Pourquoi? Parce que tout enseignement peut être détruit par un contre-enseignement. Donc, le contenu est peu de choses. Ce qui compte le plus, c'est que la lecture en elle-même est un acte émancipateur. Et donc, il plaide pour qu'on puisse tout lire. Et il plaide aussi sur la capacité critique de chacun. Et ça me paraît fondamental, parce que ça montre que la laïcité, ça n'est pas l'aiguille aimantée qui dirige vers le bien majuscule, comme l'aiguille de la boussole indique le nord. C'est pas du tout ça, c'est la liberté d'aller et venir entre différentes interprétations ou différentes croyances. C'est-à-dire que ça n'est pas une liberté orientée vers telle ou telle croyance réputée vertueuse d'avance, mais c'est au contraire la possibilité de dissidence. Ça me fait penser d'ailleurs à une autre définition de la liberté qui montre aussi, qui est très voisine de la définition de la laïcité. C'est une définition qu'on trouve chez Baudelaire, qui pourtant n'est pas un ami formidable de la devise républicaine, etc. Mais Baudelaire a cette façon très expéditive de décrire la liberté. Il dit la liberté, c'est la liberté de s'en aller. C'est-à-dire la liberté de dire, c'est pas pour moi, ça pousse, je m'en vais. Et ça veut dire que ça laisse à chacun la possibilité, à toute époque de la vie, même très tard dans la vie, de répudier ses anciennes croyances. De dire non, décidément, ça n'est pas moi, ça n'est pas ça. Donc c'est la liberté entière d'exercer son jugement sans a priori et sans croyance établie. Donc je ne peux que me réjouir de donner mon nom à un établissement laïque. Du reste, personne ne m'aurait fait la proposition inverse. Le dernier lycée public construit en Bretagne, à Liffré, s'appelle Simone Veil. Qu'est-ce que cela vous inspire de succéder ainsi à Simone Veil? Écoutez, de la timidité, bien sûr, comme tout le reste. Tout ça, c'est une énorme intimidation pour moi. J'admire bien sûr Simone Veil, j'admire sa ténacité, son courage,
Et je ne suis pas sûr. Est-ce que j'aurais eu ce courage? Je suis en plein accord avec ce qu'elle a fait. Et je pense que ce qu'elle a réussi à faire est fondamental. Est-ce que j'aurais eu le courage qu'il lui a fallu à l'Assemblée pour tenir tête à la résistance, à l'ironie, au sarcasme de ses collègues masculins? Peut-être pas. J'aurais peut-être botté en touche et pas affronté. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit. C'est mon... On peut appeler ça un peu de lâcheté, si on veut. C'est vrai d'ailleurs. J'aime pas beaucoup le conflit et je suis pas sûr que j'aurais su, avec cette espèce d'autorité tranquille, défendre un point de vue qui, cela dit, est le mien, bien sûr. Vous êtes une spécialiste de l'éducation. Est-ce que l'école vous semble bien répondre à cette promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité? Comment vous dire? Évidemment pas au point qu'on souhaiterait. L'école, c'est toujours un pari. C'est un pari sur la durée, sur la longueur du temps. La longueur du temps et la patience. Et on comprend par là pourquoi l'école est l'objet de récriminations si violentes, parfois si injustes. Parfois si injustes. Aujourd'hui, le procès fait à l'école me paraît un procès à la fois très systématique, très douteux, très suspect par certains aspects, et, comment dire, un procès qui effectivement est toujours possible à ouvrir, parce que l'école n'est jamais tout à fait ce qu'elle souhaiterait être, par définition, puisque l'école est un art du temps, qu'il faut du temps, qu'il faut de la durée pour mesurer un succès éducatif. Donc, je crois que réfléchir sur l'école, c'est réfléchir, c'est essayer de comprendre que les petits progrès sont quand même des progrès. Ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Par exemple, quand on fait de l'histoire de l'éducation, on voit à quel point les débats ont été immenses autour de questions qui demandaient juste un peu de bon sens. Quand les lycées de filles ont été créés, il y a eu une grande question, est-ce qu'elles vont faire du latin? Non, ça heurtait toute la philosophie bourgeoise de l'époque. Le latin, c'est pas fait pour les filles, c'est une matière trop sophistiquée, elles n'ont pas besoin de latin. En quoi les filles ont besoin de latin? Et du coup, le pauvre Camissé, qui a créé les lycées de filles, et qui a vraiment essayé de donner à l'enseignement féminin une place équivalente à l'enseignement masculin, mais qui a cédé sur certaines questions, comme celle du latin, à contre-cœur, comme celle de la philosophie, là aussi à contre-cœur, a été maltraité, vilipendé, etc. C'est-à-dire qu'il y a souvent une critique contre l'école qui prend pour point de départ une école idéale et qui du coup traite toute petite avancée dans l'enseignement des filles, dans cet exemple-là c'est clair, qui traite toute petite avancée comme négligeable, à la lumière évidemment de l'idéal. Mais je crois que, en particulier dans les questions d'éducation, où tout est affaire cumulative, de petits progrès qui s'additionnent, il faut renoncer à ce point de vue chimérique et idéaliste. Quels sont selon vous les défis de l'école et du lycée au XXIe siècle? C'est un peu une question décourageante. Les mêmes. Les défis sont toujours les mêmes. Les défis sont de propager la culture, de renforcer l'esprit critique et de s'approcher
au plus près possible des devises de la République, mais s'approcher au plus près possible et ne pas crier d'indignation ou de scandale parce que les buts ne sont pas réalisés. Il faut quand même, de temps en temps, on a envie de convoquer nos grands critiques de l'école et de les installer dans une classe pendant un trimestre et de voir si leur superbe n'est pas un peu amortie. Nous vivons dans un monde de plus en plus virtuel où l'intelligence artificielle peut écrire une rédaction et où on pourrait se dire que l'enseignement n'a plus de raison d'exister et que l'informatique et les robots pallieront l'intelligence humaine. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération qui naît dans un monde de plus en plus connecté ? Elle m'inquiète. Je ne crois pas à son succès final. Je ne crois pas qu'on pourra se passer de l'intelligence humaine. Mais ça m'inquiète que de plus en plus de gens l'imaginent. Et c'est vrai que le monde virtuel est un monde qui aussi me fait peur, qui fait partie des peurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous racontez dans votre livre Composition française votre enfance solitaire à l'école de Ploie, ce palais scolaire. Nous avons connu, nous, en 2020, plusieurs confinements où nous étions enfermés chez nous et on a vu à quel point c'est important d'être avec les autres. Un lycée, une école, ce n'est donc pas qu'un lieu où on apprend à savoir des connaissances, mais c'est aussi un lieu d'échange et de partage. Évidemment, moi j'ai eu une enfance pour cela complètement binaire, coupée en deux. La solitude à la maison, entre une mère abîmée dans son chagrin et une grand-mère qui l'était moins, mais qui partageait pas beaucoup de choses que je faisais, partageait peu. Donc une enfance très, oui, presque claustrale. On ne sortait jamais de l'école. Ma mère redoutait, comme la peste, de rencontrer des parents d'élèves sur les chemins, pourtant très jolis, de la commune. Et donc on ne sortait pas de l'école. Ni les jeudis, ni les dimanches. C'est la cour de l'école qui était mon horizon. Donc ça, c'était l'univers que j'appelle l'univers de la maison, bien que cette maison, évidemment, comportât en même temps l'école, puisque c'était le même lieu. Mais il y avait l'univers de l'école qui était l'univers du partage, des jeux en commun. J'ai adoré la cour de récréation plus que toute autre chose, et j'ai adoré l'école aussi, et la classe, et le petit théâtre de la classe qui a toujours ses emplois. Il y a toujours l'élève marrante, celle qui fait des farces, etc. Bon, il y a tout un casting, je dirais, de la classe qui est irremplaçable. Et donc ça, j'ai adoré l'école comme remède à ma solitude constante, quotidienne, autrement. Donc c'est un univers, mais je suis mieux placé que quiconque pour savoir que ce que les autres apportent à l'enseignement. C'est-à-dire, d'ailleurs ça c'est un danger de notre époque, c'est que chacun apprend en solitaire avec une machine et n'apprend plus dans une communauté. Et ça, je trouve ça très dommageable parce que apprendre en commun, ça éduque aussi la réflexion critique sur soi.